vote historique hier soir à la Knesset. À l'annonce des résultats, la vice-présidente d'extrême droite du Parlement israélien ne cache pas son émotion. Concernant la loi sur la peine de mort, pour 62 voix, contre 48 voix et une abstention. Applaudissements des députés. Ce ministre sort même le champagne pour célébrer l'adoption d'une loi qui instaure la peine de mort pour les Palestiniens accusés de terrorisme. À compter d'aujourd'hui, tout terroriste le saura, et le monde entier le saura. Quiconque ôte la vie, l'État d'Israël la lui ôtera. Habitué des polémiques, le ministre leader de l'extrême droite avait posté sur le net il y a 3 semaines cette séquence devant une potence. Je meurs d'envie d'exécuter les terroristes. L'opposition s'insurge et refuse que la démocratie israélienne soit réduite à cette nouvelle loi. C'est de la pure barbarie. Cela n'a rien à voir avec la sécurité. C'est du populisme pur et simple. Le timing n'est pas un hasard. Les élections législatives approchent à grands pas. La Cour suprême a d'ores et déjà été saisie pour se prononcer sur la légalité de ce texte, adopté dans un contexte tendu. Les implantations juives se multiplient en Cisjordanie, où des colons mènent des attaques contre des Palestiniens. Au sein même de l'armée, des voix s'élèvent. Ces attaques de colons israéliens contre des civils palestiniens en Cisjordanie sont moralement et éthiquement inacceptables. Alors le Premier ministre Benyamin Netanyahou est-il débordé par la frange extrême de son gouvernement? Ou joue-t-il sa survie à quelques mois des législatives? Avec le retour de la peine de mort, l'État hébreu bascule-t-il dans une démocratie libérale? Nos 3 invités pour ce débat, Noémie Alioua, bonsoir. Vous êtes essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique, dont le président d'honneur est d'ailleurs Boualem Sansal, l'académicien Boualem Sansal. Selon vous, un vote, même sur la peine de mort, c'est l'incarnation même de la démocratie. Et vous ajoutez, Benyamin Netanyahou adopte cette loi pour conserver le soutien de son électorat à l'approche des élections législatives. À côté de vous, Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Médecin, ancien président de Médecins sans frontières et directeur d'études au CRACH, le Centre de réflexion sur les actions et les savoirs humanitaires de MSF. Selon vous, le droit de vie ou de mort sur les Palestiniens s'exerce depuis des années en Israël. Pour le moment, trop peu de voix en Israël ou dans la diaspora d'ailleurs, selon vous, dénoncent ces actions. Et à côté de vous, Anna Assouline, bonsoir, militante pacifiste, fondatrice du mouvement bien connu Les Guerrières de la Paix. Selon vous, Israël est en train de s'engouffrer dans une chute éthique qui est à la fois criminelle à l'égard des Palestiniens et à l'égard de toute possibilité pour un avenir de paix avec une souveraineté palestinienne. Et on démarre ce débat avec l'insigne du jour qui a laissé tout le monde très quoi particulier, c'est un nœud coulant de pendus, un insigne porté au revers de leur veste par les partisans du rétablissement de la peine de mort, et notamment, et on va le voir, et on le voit sur cette photo, par Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, qui portait cette proposition de loi. C'était donc hier, au moment de l'annonce du vote de la loi à la Knesset, le Parlement israélien, par 62 députés contre 48. Noémie Alioua, vous qui faites beaucoup d'allers-retours en Israël, vous y étiez encore récemment. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le vote de cette loi? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors, si on se pose la question de savoir si ça s'inscrit dans un cadre démocratique, effectivement, je tiens mes positions, c'est-à-dire qu'au fond, c'est une loi qui a été adoptée donc par la majorité de l'Assemblée israélienne, de la Knesset. C'est donc l'exercice et la voix du peuple israélien qui s'exerce et qui s'exprime à travers ses représentants. Donc, c'est la démocratie qui s'exerce. On ne peut pas considérer que cette loi n'est pas démocratique. Maintenant, la démocratie en Israël, c'est aussi la Cour suprême. Et vous savez qu'il y a 100% de chances que la Cour suprême retoque cette loi. Donc finalement, ça reste un symbole qui est avant tout politique. Alors, Rudy Broman, justement, ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs en Israël, notamment la Cour suprême, qui pourrait révoquer cette loi. Est-ce que pour autant, ça la classe selon vous dans les démocraties libérales, puisque c'est la question qu'on se pose? Un gouvernement qui pratique, enfin un régime qui pratique l'apartheid, la colonisation, et qui a mené une guerre génocidaire pendant 2 ans à Gaza, je ne peux pas le qualifier de démocratique. Donc cette loi est une loi d'apartheid,
peut-être qu'elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel, enfin par la Cour suprême israélienne. On le souhaite évidemment pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour Israël, mais ça ne change pas la nature profonde de la chose. On voit qu'on crée une loi spécifiquement pour la répression des Palestiniens. Quand ce sont des colons israéliens, juifs en Cisjordanie, qui lynchent, qui tuent, qui brûlent, qui terrorisent, ils n'ont absolument aucune sanction. Mais si un Palestinien en vient à tuer un Israélien ou à l'agresser ou à le contester, eh bien, on voit ce qui lui arrive. Anna Assouline, pour vous, est-ce que vous y voyez une provocation politique? C'est ce que semble dire Noémie Alioua, parce que ça pourrait ne pas être mis en œuvre. Est-ce que, ou plutôt, vous dites, voilà, c'est le fond d'Israël qui est en train de changer les fondamentaux de l'État d'Israël dans sa manière d'exercer la démocratie? Ce qui est en train de se jouer avec cette coalition d'extrême droite raciste, c'est qu'effectivement, on est dans une double chute éthique qui est à la fois un enlisement dans la discrimination et les violences et l'arbitraire qui va s'abattre sur la population palestinienne, mais aussi dans une perte de son âme et dans une forme d'autodestruction. Donc je voudrais juste revenir sur cette image, puisque vous avez parlé de cette image. Moi, elle m'a glacée. Je la trouve particulièrement, non seulement c'est l'insigne ou c'est vulgaire, obscène. Il y a plusieurs choses dans cette image qui paraissent monstrueusement allégoriques, si vous voulez. Cet homme qui passe sur la tête, qui sabre le champagne pour célébrer une loi qui autorise la mise à mort d'êtres humains. Vous savez, en hébreu, on dit l'echaim pour trinquer, c'est-à-dire qu'on dit à la vie. Donc il dit à la vie en même temps qu'il célèbre la mort. Donc ces gens sont quand même porteurs d'un culte de la mort, de la haine qui est glaçant. Et puis il y a aussi effectivement cet insigne sur leur veste qui a remplacé presque de manière outrageusement indigne le ruban des otages. Et donc on est vraiment, si on a remplacé ce ruban qui nous rappelait ces gens d'ailleurs qui ont largement sacrifié le sort des otages, qui n'a jamais été leur sujet premier depuis 3 ans. Et donc voilà, il y a si vous voulez, quelque chose de l'ordre d'une chute éthique et morale qui effectivement s'attaque à la fois aux droits fondamentaux des Palestiniens et à l'âme d'Israël lui-même. Donc ces gens-là sont les ennemis des Palestiniens et les pires ennemis d'Israël aussi. Alors c'est ce qu'a dit en quelque sorte Yair Lapid, le leader de l'opposition et ancien Premier ministre. Il ne cautionne pas ce rétablissement de la peine de mort. Écoutez. סוד כוחה של מדינת ישראל הוא בזה שאנחנו מדינה מתוקנת, מדינה חזקה, בטוחה, מדינת חוק. אנחנו לא כמו החמאס. החוק הזה אומר, אם באים לרצוח אותנו, הפתרון היחיד שלנו הוא להיות כמו הרוצחים. מה שמונח פה על השולחן הוא פירוק יסודות העוצמה הישראלית. אתם חושבים שתהיו חזקים אם תתלו מחבל ותרקדו סביב גופתו המפרכסת? Noémie Alioua, sur ce que dit Yair Lapid, est-ce que vous y voyez une victoire pour le Hamas? Est-ce que c'est une perte de l'âme d'État d'Israël, comme le dit Anna Assouline? Il faut comprendre dans quel état d'esprit sont les Israéliens aujourd'hui. Vous savez, il y a eu le pogrom du 7 octobre 2023. D'ici, de l'extérieur, du point de vue de l'Europe, on a l'impression que c'est finalement un acte terroriste parmi d'autres. Mais le 7 octobre 2023 a créé une scission en Israël. Ça pousser la population vers davantage de radicalité. Vous savez que le Parti travailliste aujourd'hui, la gauche pour la paix, comme on pourrait dire, elle ne représente que 4 sièges au Parlement européen, au Parlement israélien. C'est très important de comprendre que cette population israélienne est en colère. Elle est en colère parce qu'elle a été blessée. Elle est en colère aussi parce qu'elle considère qu'elle est seule au monde à pouvoir se défendre. Et c'est dans cet esprit et dans cet instinct de survie qu'elle exprime cette colère en votant pour des partis qui disent qu'ils vont les représenter et la loi du talion, vous avez l'impression qu'aujourd'hui prévaut dans l'opinion israélienne ou pas? Comment elle vit cela? C'est-à-dire que l'opinion israélienne, elle est représentée à l'Assemblée israélienne. C'est très important. C'est quand même le principe d'un système démocratique. Maintenant, quand même, je rejoins totalement Anna Assouline sur cette idée que cette image est indigne et qu'elle donne une image catastrophique d'Israël. Et c'est très important aussi de faire entendre ces voix de l'opposition, quand bien même elles sont marginalisées
alors qu'il est à l'Assemblée israélienne, parce que ça montre aussi un autre visage d'Israël. C'est très important de comprendre que cet homme-là, qui effectivement est en train de trouver magnifique l'idée d'abattre d'autres hommes, il ne représente pas non plus lui-même, parce qu'il est lui aussi, il a un petit parti dans cette coalition, lui-même ne représente pas l'image d'Israël. Et l'entièreté de la population et des points de vue. Les condamnations qui émanent de différents pays européens, ça changera quelque chose, René Broman? Condamnation donc de cette loi qui, encore une fois, sera peut-être invalidée par la Cour suprême. On peut en douter. Je pense que beaucoup vont se réfugier derrière l'idée qu'en effet, il s'agit d'un acte provisoire qui ne va pas durer, puisqu'il va être retoqué par la Cour suprême, et que donc ils vont se dispenser de faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire un petit froncement de sourcils pour marquer une légère désapprobation, mais un assentiment, voire un consentement actif, comme le montre le fait que non seulement aucune sanction a été prise, mais n'a été prise par Israël. J'insiste, quand même, on sort, et on n'est pas tout à fait sorti, d'une guerre génocidaire menée à Gaza. Au moins 71 000 morts, et peut-être probablement des milliers en plus. Du coup, cette loi sur la peine de mort, elle surgit, enfin, elle s'impose par le symbole effroyable qu'elle représente, et ça a été très bien dit par mes deux voisines. Je n'y reviens pas. Mais ça ne peut pas être la traduction d'un traumatisme, justement, la traduction d'un traumatisme, comme le disait Noémie Aliouane, un traumatisme de la société israélienne qui se traduit comme cela. Bien sûr, mais enfin, il faut faire attention avec cette notion de traumatisme. Est-ce que le 7 octobre, qui est un attentat criminel, je le dis très clairement, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point, mais est-ce que les attentats du 7 octobre, en tout cas les attentats anticivils du 7 octobre, les crimes et les kidnappings d'Israéliens et d'ailleurs d'étrangers qui étaient là, peuvent être aussi représentés comme une sorte de loi du talion, pour reprendre la formule que vous utilisez, parce que depuis des années, il y a des milliers et des milliers de Palestiniens qui sont tombés sous les balles des Israéliens, pour un certain nombre des balles qui visaient à les mutiler, les fameux tirs dans les genoux auxquels procédaient des snipers israéliens pendant les marches du retour, et les répressions, les attaques continues tous les 2 ans que l'on voyait à Gaza. Donc c'était déjà un lieu de mort, un lieu de souffrance terrible. Alors il n'y a pas que les Israéliens qui peuvent avoir ce sentiment d'être abandonnés, d'être attaqués. Les Palestiniens également. On va avancer dans le débat et on va évoquer avec vous trois et évidemment avec Anna la question du budget 2026 de l'État hébreu qui vient d'être adopté par la Knesset et qui prévoit une hausse considérable de l'argent qui sera dévolu à l'armée. Aux partis ultra-orthodoxes, en l'occurrence, l'État va leur allouer plus de 652 millions d'euros supplémentaires pour financer leurs écoles privées, avec 18 sièges sur les 64 que compte la coalition de Benyamin Netanyahou. Les ultra-orthodoxes, qu'on appelle aussi Haredim, pèsent dans le gouvernement. Le Premier ministre a donc tout intérêt à en prendre soin pour espérer se maintenir au pouvoir, d'autant plus que leur poids dans la population risque encore d'augmenter dans les années à venir. Le Bureau central des statistiques et une étude récente de l'Institut israélien de la démocratie estiment qu'en 2050, près d'un Israélien sur 4 sera issu de la communauté ultra-orthodoxe, contre 1 sur 7 aujourd'hui. Cette croissance rapide, elle s'explique par une forte fécondité, 6,5 enfants par femme chez les ultra-orthodoxes, contre 2,2 pour les autres femmes. Et ce qui pose problème, selon les auteurs de cette étude, c'est leur non-intégration dans la société israélienne. À l'école, les enfants reçoivent une éducation religieuse sans enseignement des matières du tronc commun. Et bien plus explosive, la question du service militaire obligatoire qui fracture la population, mais aussi la classe politique. Environ 80 000 hommes âgés de 18 à 24 ans et aptes en sont exemptés, dans un contexte où les ressources militaires du pays sont mises à rude épreuve à cause des différents fronts ouverts au Moyen-Orient. Un projet de loi visant justement à lever cette exemption est toujours à l'étude. Anna Assouline, est-ce que c'est problématique d'un point de vue politique qu'une communauté fonctionne un petit peu comme une sorte d'État dans l'État avec ses propres règles ? Oui, c'est plus que problématique. C'est aussi un des dangers aujourd'hui qui pèsent sur l'avenir de ce pays. Ces ultra-orthodoxes, non seulement
pèsent dans cette coalition gouvernementale qui pousse vers une politique de plus en plus criminelle, de plus en plus... là, on est encore une fois, on parlait de cette loi sur la peine de mort, une politique qui inscrit dans la loi un racisme d'État ségrégationniste, ils exercent une pression. Aussi qui continuent, qui poursuivent la politique de colonisation, parce que dans cette loi du budget dont vous parlez, il y a aussi un budget de sécurité sur la question des colonies qui est maintenu. Donc aucune volonté politique d'endiguer ce phénomène. Il faut savoir quand même que depuis des semaines, la violence et le terrorisme, maintenant ce mot est de plus en plus utilisé, y compris par l'opposition israélienne, de terrorisme des colons et de terrorisme juif, qui a été utilisé aussi par... Dans une tribune récemment, dans une par tribune toutes sortes récente, d'intellectuels et de rabbins. 3600 intellectuels, rabbins et membres des communautés juives de la diaspora du monde entier, à laquelle d'ailleurs le président Herzog a répondu. Le président israélien Herzog a répondu. Le chef d'état-major aussi a alerté en parlant d'abomination. Donc il y a vraiment j'espère en tout cas, une prise de conscience qui doit maintenant s'accompagner d'actes forts pour endiguer encore une fois cette politique de poursuite de la colonisation, des violences sur la population palestinienne, d'annexion d'une partie de la Cisjordanie, qui non seulement opprime quotidiennement et violente les Palestiniens, mais qui aussi entérine toute possibilité d'un avenir de paix juste et durable dans la région et d'une souveraineté palestinienne possible. Noémie Aliwa, est-ce que Netanyahou est obligé de ménager cette partie ultra-orthodoxe de la population israélienne pour soutenir sa politique actuelle, pour se protéger politiquement et continuer la politique autocolonisation? Est-ce que c'est un objet politique, un enjeu politique? C'est un enjeu électoral majeur. De survie? Oui, de survie. Vous savez que la Knesset, c'est un petit peu comme en France, elle est à peu près séparée en 3 parties. Vous avez le centre, vous avez les partis arabes et vous avez la droite avec la droite nationaliste. Et vous devez faire des coalitions parce qu'aucun parti, à l'heure qu'il est, ne réussit véritablement à faire en sorte d'être majoritaire. Donc il est obligé de faire des coalitions avec des petits partis. Donc il n'a pas vraiment le choix. Soit il s'allie avec des partis arabes, parce qu'il y a des partis arabes à l'Assemblée nationale, j'allais dire, à la Knesset, soit vous faites des alliances avec les partis religieux, traditionnalistes, même certains extrémistes. Donc c'est une question de survie électorale de par le système de la proportionnelle intégrale qui impose de toute façon des alliances. Et qui donc, pourrait lui permettre de se maintenir en poste aux prochaines législatives. Vous devez choisir vos alliances et Benyamin Netanyahou ne choisira jamais des alliances avec les partis arabes. Donc s'il veut continuer à survivre politiquement, d'un point de vue strictement arithmétique, c'est ce qu'il doit faire. D'un point de vue pragmatique, voire cynique. Alors on va regarder une archive qui montre bien cette dimension de Premier ministre inoxydable, malgré quantité d'affaires. Ça fait près de 30 ans qu'il dirige le gouvernement par intermittence. En 2022, regardez, il signait un énième retour au pouvoir. Ces partisans du Likoud, parti de la droite israélienne dirigée par Benyamin Netanyahou, scandent « Bibi revient », en référence au surnom qu'ils donnent à leur leader. Si les résultats donnés à la sortie des urnes se confirment, Benyamin Netanyahou arrive en tête des élections législatives et pourrait former une coalition avec ses alliés ultra-orthodoxes et de l'extrême droite. Un retour au pouvoir possible pour celui qui fut Premier ministre, d'abord entre 1996 et 1999, puis pendant 12 ans, sans interruption, entre 2009 et 2021. À 73 ans, Benyamin Netanyahou ne laissera jamais tomber la politique de lui-même, selon son ancien porte-parole. Il fera tout ce qui est possible pour former une coalition, même les choses les plus folles. Il pense avoir reçu une mission de Dieu pour sauver le pays. Ronnie Broman, en même temps, il est là depuis 30 ans. Ça veut dire qu'il incarne aussi Israël, Netanyahou, ou pas pour vous? Oui, il est le Premier ministre qui aura été le plus longtemps au pouvoir de toute l'histoire d'Israël. Donc sa personnalité, ses objectifs politiques sont profondément enracinés dans le pays. On dit souvent que Netanyahou est très contesté, qu'il est détesté. En effet, il a, sur la scène internationale, la réputation d'être un menteur, sur la scène politique israélienne, d'être un magouilleur, d'être un truqueur, tout ce que l'on veut. Mais si sa personne est contestée, sa politique, elle, ne l'est pas vraiment. Et une des fonctions de Smotrich, Ben-Gvir et de ces racistes, de ces fascistes ou racistes qui sont là, est de le faire apparaître comme un modéré. Par contraste. Par contraste avec ceux qui peuvent être... Exactement, ils sont là pour élargir la fenêtre d'Overton et rendre finalement décent, par exemple, la colonisation accélérée de la Cisjordanie, qui ne se fait pas au hasard, elle se fait quand même sous la protection de l'armée. Et quand le chef d'état-major Eyal Zamir
protestent contre les colons, c'est notamment parce que les plus extrémistes d'entre eux s'en prennent aux militaires. Ils s'en prennent aux policiers et aux militaires. Mais tant qu'ils tuaient des Palestiniens, et Eyal Zamir n'avait pas l'air de trouver ça tout à fait inconvenant. Je vais vous raconter peut-être une petite anecdote pour montrer à quel point, effectivement, cette société orthodoxe, ultra-orthodoxe, est une sorte de contre-société en Israël, comme on peut en avoir aussi en France. Quand j'étais reporter sur le terrain au moment du Covid, souvenez-vous, il y avait des obligations de ne pas, qu'il n'y ait pas de rassemblement trop important pour éviter des contaminations. Et il y avait des synagogues clandestines dans certaines villes, et personnellement j'en ai découvert une par hasard, donc ça allait à l'encontre de la loi qui avait été promulguée par le gouvernement. Ils tenaient absolument à organiser leur synagogue, et j'avais découvert cette synagogue clandestine, et j'avais été moi-même molestée. Donc ça montre bien qu'il y a une société qui est divisée, et qui est symbolisée souvent par ces deux villes, Tel Aviv et Jérusalem. Et ce sont deux mondes, Tel Aviv et Jérusalem, qui vont un jour s'affronter. Avec des avis qui... Ils sont divisés, mais ils se rencontrent sur une chose, la colonisation. Ne l'oublions pas, le consensus est total ou quasi total. Consensus. Parce qu'il faut dire, le chef d'état-major, quand même, Eyal Zamir, ça a parlé de moralement, éthiquement inacceptable ce que font les colons. Non, et par ailleurs, je voudrais quand même, puisque je crois qu'on va finir là-dessus, mais rendre hommage parce que ces voix existent et qu'elles méritent quand même qu'on les regarde et qu'on les relaye, à toute cette société civile israélienne qui se mobilise, qui était encore dans la rue par dizaines de milliers samedi dernier, et qui d'ailleurs s'est fait réprimer dans une brutalité assez inédite, parce que les répressions de la police de Ben Gvir se font de plus en plus dures sur les manifestants. Donc effectivement, le sursaut politique dont on a besoin n'est pas encore là, mais il existe encore des résistances au sein de cette société, des militants palestiniens et israéliens qui continuent en tout cas de se mobiliser. Moi, je suis dans plein de groupes de démocrates israéliens, de militants palestiniens et israéliens qui s'écrivent depuis hier, qui partagent leur désarroi et qui se mettent en marche pour signer des pétitions, pour mener des actions. Cette pour aboutir, continue d'exister. De faire aboutir à terme une solution à deux États. Cette solution recule. On en est loin au moment où on est en train de se parler, mais c'est un horizon pour lequel on doit continuer de se battre et qu'il ne faut absolument pas abandonner face à ces agents du chaos qui sont en train de mener la région dans le précipice. Vous sauriez parce que ça vous semble... Non, parce que c'est une question très difficile que vous êtes en train de poser. C'est une question fondamentale. Où en est la solution à deux États? J'ai envie de vous répondre. Peut-être que ça va être un petit peu dur comme réponse, mais je crois que le 7 octobre 2023, il y a une grande partie de cet idéal qui a été mis à mal. Ronnie Broman. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois plus depuis la fin d'Oslo, quand on s'est aperçu que la colonisation avait doublé, que le territoire cisjordanien est totalement mité par les colonies. Vous savez qu'à aucun endroit en Cisjordanie, on est à plus de 2 kilomètres d'une colonie. Donc à tout moment, on est susceptible d'être attaqué. Vous ne croyez pas un retour en arrière si le pouvoir change en Israël? Peut-être, mais il me semble, deux États, un État, une forme ou une autre, il me semble que de toute façon c'est là-bas que ça se décidera, si, comme nous l'espérons tous, ça se décide un jour. Ce qui est important, c'est l'égalité des droits de tous entre la mer et le fleuve. Voilà ce qui est l'enjeu primordial, me semble-t-il. Merci à tous les trois d'être venus débattre calmement et de manière extrêmement constructive. Merci infiniment. Merci à vous.